l'anthropocène, c'est un concept qui a été proposé en 2002 par des géologistes, notamment Paul Crutzen, qui est prix Nobel de chimie. Ce concept d'anthropocène, il vise à dire que depuis 2 siècles environ, alors parfois il y a des gens qui remontent à plus, mais la date classique c'est il y a 2 siècles et demi, avec l'invention de la machine vapeur, depuis 2 siècles et demi nous serions entrés avec le dérèglement climatique global, la destruction du cycle du carbone, la déforestation à une échelle inédite historiquement, etc., etc. Nous serions entrés dans une nouvelle ère géologique, après celle de l'Holocène et du Pléistocène et des autres aires géologiques. Une ère où la force écologique majeure, ce serait l'anthropos, et l'anthropos en grec c'est l'homme. Donc du coup, l'idée de ces scientifiques, c'est justement le fait que voilà, l'homme est devenu la force écologique et géologique majeure. Il a provoqué des perturbations très importantes dans les cycles biogéochimiques de la planète. Et du coup, ça ouvre sur une nouvelle ère que lui appelle l'anthropocène. Alors le problème de l'anthropocène, c'est au-delà du coup des solutions qui ont été proposées à cet anthropocène, c'est-à-dire la géo-ingénierie, par exemple, pour Paul Crutzen, le fondateur du concept, ou d'autres solutions comme qui visent à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, même si tout indique dans la dynamique actuelle qu'on va plutôt vers 4 à 6 degrés, sans parler des autres problèmes, des autres phénomènes du capitalocène. Du coup, vraisemblablement, les solutions proposées par les promoteurs de l'anthropocène ne sont pas les bonnes. En fait, elles ne remettent pas en cause les rapports de production capitalistes, elles ne remettent pas en cause la dynamique du capitalisme, et elles visent à une espèce d'aménagement, de bidouillage, d'une manière ou d'une autre, avec la géo-ingénierie, qui coûterait peu cher, même s'il y a des conséquences potentiellement désastreuses, mais qui coûterait peu cher. Et ça, c'est un argument de poids dans le capitalisme qui se fout d'autres considérations que celles des considérations économiques. Et au-delà donc du coup de ces solutions voilà, d'un capitalisme vert, éventuellement avec de la géo-ingénierie, promues par les promoteurs de l'anthropocène, le gros problème de l'anthropocène, c'est aussi en termes de récit, c'est-à-dire, c'est l'idée que c'est l'espèce humaine, un beau jour, qui, pour satisfaire ses besoins immémoriaux d'énergie, aurait inventé la machine vapeur avec son représentant de l'humanité qui aurait été James Watt, et qu'il l'aurait développé pour satisfaire ses besoins, et que toute l'humanité, d'un seul tenant, se serait mis à consommer massivement des fossiles, à déforester, etc., etc. Et cette hypothèse, elle a été reprise par pas mal d'historiens, de chercheurs. Voilà, c'est un concept qui est devenu relativement mainstream, celui d'anthropocène. Contre cette lecture, il y a d'autres qui ont... Alors, il y a eu toutes sortes d'autres concepts qui ont été promus. Technocène, éconocène, thanatocène, pléistocène, et... enfin, non pas pléistocène, pardon, chronocène, etc., etc. Plein de scènes. Et puis, il y a eu aussi... notamment le concept de capitalocène, qui a été inventé en 2009 par un historien, Andreas Malm, un historien suédois. Et ce concept de capitalocène, ça vise à dire que ce n'est pas l'homme qui est devenu la force géologique et biologique majeure qui a entraîné des perturbations historiquement inédites des cycles biogéochimiques, mais c'est le capital, c'est la dynamique du capitalisme, donc une dynamique qui est socio-historiquement spécifique et qui n'est pas celle de l'espèce humaine, de l'anthropos. Alors après, il y a plusieurs récits du capitalocène qui ont été faits. Je vais essayer de les résumer, et plutôt en fait de les incorporer dans l'exposé que je vais faire. Il y a d'abord celui qui a été fait par Andreas Malm, qui est un des plus intéressants, qui est un des plus fouillés historiquement. Il y a celui aussi de Jason Moore, qui lui est resté à un niveau très théorique, et qui n'est pas très intéressant à part sur la déforestation et l'agriculture. On verra un peu là-dessus. Et après, il y a
alors à un niveau plus théorique, le cadre d'analyse de la critique de la valeur, qui n'a pas vraiment directement travaillé sur le capitalocène, mais qui a proposé une explication de la dynamique de la des destructions environnementales, des changements environnementaux des 2 derniers siècles, donc à un niveau plutôt théorique, notamment Klaus-Peter Ortlieb, qui est membre du groupe Exit et mathématicien à l'université de Hambourg. Donc du coup, leur critique du concept d'anthropocène, ça a été que c'est un concept beaucoup trop général, qui prend pour acteur l'espèce humaine, et surtout qui donne comme cause dernière de ce bouleversement biogéochimique, tout simplement la nature pyrophile de l'espèce humaine, pyromaniaque, c'est-à-dire finalement l'homme, depuis l'invention du feu, était prédestiné à inventer la machine vapeur et à basculer dans le dérèglement climatique. C'est très sérieusement les explications qui sont avancées par la plupart des promoteurs de l'anthropocène. Et donc finalement, on n'est plus dans une époque géologique où c'est la nature le principal acteur, mais où le principal acteur c'est l'humanité et le dérèglement provoqué par l'humanité proviendrait de la nature humaine, la bonne vieille nature humaine, pyrophile de l'humanité. Et du coup, pour les promoteurs du capitalocène, bon évidemment ça n'a aucun sens de dire que l'invention du feu devait amener en dernière instance au capitalisme du XXIe siècle. C'est quand même assez absurde comme idée. Et du coup, eux ils cherchent les raisons de l'émergence du capitalisme fossile, de la déforestation historiquement inédite, dans la dynamique du capitalisme. Voilà. Alors, peut-être pour... en quoi est-ce que... D'abord, parler de capitalocène, ça veut dire que le capitalisme a produit des perturbations environnementales qui sont historiquement inédites. Alors, du coup, est-ce que c'est avéré? Parce que sinon, du coup, le concept tombe un peu à l'eau. Alors, pour donner une idée, les rythmes de déforestation au Brésil, en 2 siècles, entre 1550 et 1750, c'est à l'époque quasiment la plus grande déforestation de l'histoire, même si ça reste quand même dans un ordre de grandeur de l'ordre de l'Antiquité, des grandes déforestations de l'Antiquité et du Moyen-Âge. On a déforesté 900 000 hectares au Brésil, au nord-est brésilien, qui est aujourd'hui une région très pauvre de ce fait aussi. Entre 1550 et 1750, 900 000 hectares. C'est déjà quelque chose d'assez énorme. Et pour donner du coup un ordre d'idée, au Brésil, aujourd'hui, chaque année, on déforeste 500 000 hectares. Chaque année. Donc du coup, on déforeste aujourd'hui en une année ce qu'on mettait un siècle à déforester, dans une dynamique qui, je la rappelle quand même, était quand même déjà assez marchande et assez coloniale. 1550-1750, c'est une civilisation qui est quand même relativement commerciale, coloniale, qui obéit, c'est pas encore le capitalisme, mais ça s'en rapproche un petit peu, et du coup on voit un peu la différence énorme en termes de... Voilà, sur ce fait-là. Après, évidemment, sur le dérèglement climatique, là la coupure elle est très nette, entre avant et après, c'est-à-dire qu'on est sorti des niveaux de température de l'Holocène. Il y a eu une évaluation de température d'environ 1 degré depuis 1750. Et selon les prévisions, dans la dynamique actuelle, et c'est là-dessus que je finirai mon intervention, dans la dynamique actuelle, on va vers une élévation de 5 ou 6 degrés, sachant que c'est juste un des indicateurs du désastre écologique contemporain. C'est-à-dire que même si le capitalisme utilise la géo-ingénierie pour... parce que malheureusement c'est ce qui risque peut-être à un moment de faire, évidemment tous les autres problèmes écologiques ne sont pas résolus, sans parler des problèmes sociaux qui sont assez nombreux, sur lesquels on pourrait faire une autre conférence.
Donc, et puis après, il y a même des phénomènes qui sont complètement inédits. Par exemple, le niveau de radiation, nucléaire. Évidemment, il n'y a pas de précédent. La radiation, on va dire, non naturelle, la radiation issue de l'activité industrielle et des essais nucléaires et des bombes nucléaires, là évidemment, c'est historiquement inédit. La distribution du cycle du carbone, c'est historiquement inédit. On a voilà, tout un tas de phénomènes qui sont historiquement inédits et qui sont liés à la dynamique, enfin qui sont liés à l'époque du capital. Alors après, en quoi est-ce qu'ils sont le produit de la dynamique du capitalisme et pas simplement une malheureuse coïncidence, par exemple une augmentation démographique. Même si évidemment, sur l'augmentation démographique, l'argument tombe vite puisque la population humaine a été multipliée par 10 depuis les années 1820 environ, alors que les émissions de CO2 ont été multipliées, il me semble, par 5 ou 6 000. C'est pas vraiment les mêmes nombres de grandeur. Donc, alors, du coup, quels ont été les mécanismes qui ont conduit au désastre écologique contemporain historiquement? Alors, pour aborder la partie théorique, même si Anselme va y revenir largement, donc je ne développe pas là-dessus, il y a ce qu'on pourrait appeler dans le capitalisme une compulsion de croissance, c'est-à-dire que ce n'est pas un système qui se contente de produire des valeurs d'usage, même pour des raisons monétaires, pour satisfaire des besoins ostentatoires de l'aristocratie, etc., etc. Mais c'est un système qui produit des marchandises et qui ne peut jamais s'arrêter de produire des marchandises, puisqu'il ne vise pas à une satisfaction des besoins, mais bien en vendant des marchandises à valoriser du capital, qui va ensuite être automatiquement réinvesti, sinon l'entreprise est éliminée du marché, quoi. Donc il y a une compulsion de croissance qui se traduit de différentes manières, mais notamment par le fait que, bon, je donnerai plusieurs exemples historiques, mais globalement, que pour avoir le même niveau de chiffre d'affaires, le même niveau de bénéfices, disons le même niveau de survaleur en langage marxien, une entreprise va devoir, et on l'observe dans tous les secteurs, va devoir, au cours de son histoire, la même marchandise va devoir être produite de plus en plus, rien que pour maintenir ce niveau de valorisation. Parce que chaque marchandise va valoir toujours moins d'argent. Anselme expliquera théoriquement pourquoi. Et du coup, tout simplement parce qu'il faut abaisser le prix des marchandises pour rester compétitif, il faut abaisser le prix des marchandises pour pouvoir en vendre plus, et ce qui fait que le capitalisme est dans une surproduction tendancielle de marchandises, mais il y est contraint, chaque entreprise y est contrainte, et contrainte, et du coup, ce qui entraîne évidemment des consommations exponentielles de matières premières, de ressources, etc., etc. Ce qui fait que, en fait, plus on se rapproche d'aujourd'hui, on n'est pas sur une croissance linéaire, faible, on n'est pas sur une croissance linéaire forte, mais on est plutôt sur une croissance exponentielle, notamment en termes de déforestation tropicale, où on est sur des rythmes toujours plus énormes, notamment par exemple le capitalisme de plantation d'huile de palme en Indonésie, qui a déforesté en 40 ans 60% de la forêt de Bornéo, qui était la deuxième forêt mondiale, simplement par une compulsion de croissance qui est de l'industrie de l'huile de palme. Alors historiquement, bon, comment est-ce qu'on a basculé dans le capitalocène, du coup, dans le capitalisme fossile, dans le capitalisme de déforestation massive, etc. C'est pour donner des repères clés historiquement. Disons que l'hypothèse, non pas de la critique de la valeur, mais du political marxisme, c'est que le capitalisme, étant une forme très socio-historiquement spécifique de société, en fait, c'est uniquement en Angleterre, au XVIIe siècle, qu'est né le capitalisme. D'abord, évidemment, et après, dans d'autres sociétés. Ce qui ne veut pas dire que les autres sociétés ne connaissaient pas de monnaie, de dynamique marchande, etc., etc., mais c'était autre chose. Ça ne faisait pas système. Et ce qui se passe dans l'Angleterre du XVIIe siècle, suite à une longue dynamique de commercialisation et de monétarisation des rapports sociaux
une expropriation massive des paysans qu'on retrouve dans aucun autre pays à cette époque. En Angleterre, il n'y a même pas 10% des terres qui sont aux mains des paysans au XVIIIe siècle, alors qu'il y en a plus de 50% en France, pour donner un ordre d'idée. Donc il y a eu une expropriation massive de la paysannerie, des concentrations urbaines qu'on avait vues dans aucun autre pays, un taux d'urbanisation énorme, ce qui fait qu'il y a énormément un marché énorme, et plein de gens, comme ils ont été dépossédés de leurs moyens de production, n'ont pas d'autre choix que de dépendre de l'achat de marchandises pour leur survie quotidienne, et donc de devoir vendre leur force de travail sur le marché du travail. Donc on a une expropriation massive de la paysannerie, un marché énorme, et on a des rapports marchands qui sont beaucoup plus avancés qu'ailleurs, un droit de propriété beaucoup plus fort. L'unification douanière en Angleterre a lieu au XVIIe siècle. L'unification du droit a lieu au XVIIe siècle. L'abolition des corporations, des monopoles, des privilèges, de tout ce qui fait qu'en fait il n'y a pas un marché, mais plein de petits marchés qui sont segmentés, qui sont privilégiés, etc. etc. On arrive sur, ce qui ne veut pas dire que le marché global c'est l'utopie libérale de tous les petits producteurs qui produisent des marchandises gaiement. Évidemment, les propriétaires terriens capitalistes ont l'avantage par rapport à leurs salariés, par rapport aux petits producteurs de marchandises. Mais disons que on peut parler véritablement en Angleterre d'un marché, d'une société qui fonctionne, où tout le monde est soit vendeur de force de travail, soit producteur massif de marchandises, tourné vers le marché et pas vers la satisfaction des besoins ostentatoires, aristocratiques et tout ça. On est sur une dynamique assez différente de celle de l'ancien régime français, pas trop le temps d'y revenir. Et disons qu'au XVIIe siècle, ce qui est marquant, c'est que cette dynamique de valorisation dans l'agriculture va également se doubler d'une dynamique de valorisation dans les mines et dans la métallurgie. Et il va y avoir une explosion à partir du moment où on peut privatiser, exploiter les mines en 1566. On peut privatiser et exploiter massivement les mines. Il y a un marché, qui est le marché de Londres, où il y a des centaines de milliers d'habitants pour acheter du charbon pour le chauffage domestique. Il y a des industries qui utilisent le charbon comme moyen de chauffage, et donc la production de charbon explose. Les émissions de CO2 augmentent aussi énormément, même si ce n'est pas au niveau des 2 derniers siècles. Et ce qui fait que l'Angleterre, en 1650, 1700, produit plusieurs fois la production mondiale de charbon à lui tout seul. Et là, c'est vraiment un symbole fort, effectivement, du fait que le pays, disons, après il y a des débats, est-ce que c'est le seul pays capitaliste, mais disons le pays où, ça c'est admis, le pays où le capitalisme est le plus avancé jusqu'au milieu du 19e siècle, c'est l'Angleterre, et c'est ce pays qui, le premier, entre dans une production énorme de charbon. Il y a même, en Angleterre, au XVIIIe siècle, à la fin dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, une crise de surproduction de charbon. C'est-à-dire que c'est même pas seulement lié à des besoins, c'est juste la compulsion de croissance. Les entreprises de charbon produisent du charbon pour pouvoir rester rentable, pour rester profitable. Et de par cette dynamique qui est liée au capitalisme, eh ben, elles finissent par, il y en a certaines qui coulent alors qu'elles produisent trop de charbon. Et donc là, on est dans les mécanismes typiques de la crise capitaliste, c'est-à-dire pas un manque, comme les crises sous l'Ancien Régime, un manque d'alimentation et tout ça, mais un trop-plein. Voilà. On produit trop de marchandises parce que le but, c'est pas de satisfaire des besoins, mais c'est de produire des marchandises pour rester rentable, profitable, compétitif, etc. Donc, il y a une deuxième étape qui est très importante, c'est le tournant du 18e, 19e siècle. Donc, à partir des années 1770, du fait de cette dynamique capitaliste, l'Angleterre seule rentre dans ce qu'on a appelé la révolution industrielle, c'est-à-dire que puisqu'elle s'est débarrassée des corporations en fait c'est des artisans qui se groupaient par métier et qui interdisaient toute concurrence dans la même ville. C'est-à-dire que la corporation, je sais pas moi, des tanneurs, c'était eux qui produisaient tout ce qui était lié à la tannerie dans une ville, et personne d'autre avait le droit de leur faire concurrence. Et donc du coup, en Angleterre, il n'y a pas ça.
Et donc du coup, l'industrie va se développer beaucoup plus rapidement parce qu'on est dans une concurrence. Au début, on a délégué ça aux familles paysannes pour produire du textile, par exemple. On les a fait bosser de plus en plus vite pour voilà, toujours ces contraintes de rentabilité, de compétitivité. Et puis à un moment, on s'est rendu compte qu'on pouvait être encore plus rentable, faire des économies d'échelle en groupant ces artisans dans des manufactures et en commençant à industrialiser le processus avec le métier à tisser mécanique, etc. etc. C'est d'ailleurs l'industrie textile qui est l'industrie motrice de la révolution industrielle. Donc voilà, par cette dynamique du capitalisme, on arrive sur l'industrialisation en Angleterre seulement, à la fin du XVIIIe siècle. Et ce qui se passe, c'est que, en fait, cette industrialisation, au début, elle se fait en fait à l'énergie hydraulique, et pas la machine vapeur. Donc c'est pas la machine vapeur a été inventée en 1784, et le capitalisme l'adopte naturellement, parce que elle est technologiquement supérieure. En réalité, le capitalisme se fout pas mal de la supériorité technologique ou de l'utilité des moyens de production. Ce qui l'intéresse, c'est est-ce qu'il est adéquat à l'état des rapports de production capitalistes. Or, à la fin du XVIIIe siècle, ça l'arrange d'utiliser l'énergie hydraulique, parce que l'énergie hydraulique, elle est infinie, elle coûte pas cher, que ça pollue ou pas, ça il s'en fout, mais elle pollue pas, accessoirement. Et c'est à la campagne, donc il y a moins de main-d'œuvre, mais c'est pas grave, on va en chercher. On utilise au début des quasi-esclaves, des apprentis qu'on va chercher dans les workhouses. Mais bon, ça c'est pas grave. On les fait bosser 18 heures parce que le flux n'est pas continu. C'est ça le problème. Le flux n'est pas continu, le flux hydraulique n'est pas continu, ce qui fait que les machines parfois ne tournent plus, parce qu'il n'y a plus assez de flux hydraulique. Mais c'est pas grave parce que quand le flux hydraulique est suffisant 18 heures d'affilée, on fait bosser les ouvriers 18 heures d'affilée. Donc voilà, une énergie qui coûte pas cher. Elle est irrégulière, mais c'est pas grave, puisqu'on peut faire bosser les ouvriers à n'importe quelle heure. Voilà, donc globalement, elle est moins chère que l'énergie fossile, donc on continue de l'utiliser. Qu'est-ce qui se passe du coup pour que le capitalisme bascule dans l'énergie fossile dans les années 1820-1830? Donc c'est-à-dire 40 ou 50 ans après l'invention de la machine vapeur. Donc on est loin d'une transition automatique, qui est liée simplement à la supériorité technologique. Et encore une fois, l'adoption de la machine vapeur, je vais y revenir, mais elle s'est faite que en Angleterre d'abord. Il y a des machines vapeur en France dès la fin du XVIIIe siècle, mais elles sont vraiment très très faibles. Et en fait, le seul pays qui utilise massivement des machines vapeur au milieu du XIXe siècle, c'est l'Angleterre. En France, ça commence un petit peu, mais voilà. C'est vraiment sur l'Angleterre qu'il faut se focaliser pour comprendre la dynamique. Et du coup, ce qui se passe, c'est que dans les années 1820-1830, il se passe deux choses. Je parle beaucoup dans l'autre conférence, donc je ne vais pas trop revenir, mais ça me paraît important. D'une part, il y a en 1824, il y a l'abolition des lois qui interdisent le syndicalisme, l'agitation ouvrière, les grèves, etc., qui légalisent tout ça. Et en gros, ce qui se passe, c'est que après les formes du ludisme, rappelons les ludites s'attaquaient aux machines vapeur, parce que évidemment les machines vapeur, leur objectif c'est quoi? C'est d'éliminer du travail vivant, c'est d'éliminer les travailleurs pour diminuer les coûts salariaux, pour être plus rentable, et en plus accroître éventuellement la productivité des travailleurs restants et augmenter la production. Et en général, intensifier le travail, ce qui fait qu'évidemment, tous les ouvriers détestent les machines vapeur, jusqu'à une certaine époque où on va leur apprendre que c'est ce qui va les libérer plus tard. Mais jusqu'à une certaine époque, en tout cas, les ouvriers détestent les machines vapeur, puisqu'elles leur coupent le travail, enfin, elles les empêchent leur seule façon de survivre, et elle intensifie le travail. Et elle fait que, notamment... enfin, voilà. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe dans les années 1820-1830 ? Il y a une énorme agitation ouvrière qui se produit en Angleterre. Du coup, que font les capitalistes anglais? Eh bien, tout simplement, ils cherchent à se débarrasser des travailleurs qualifiés pour les remplacer par une main-d'œuvre moins chère, des enfants et des femmes. Comment est-ce qu'il va faire ça? Il va changer pas le mode de production, mais disons les techniques employées. Et il va y avoir, donc les inventeurs vont se mettre à bosser. Et en 1830, ils ont inventé, en 5 ans du coup,
ils ont inventé pour éliminer les travailleurs qualifiés qui ils sont indispensables au processus de production. Ils sont peu nombreux, donc ils peuvent voilà, faire peser leurs exigences. Et bien on va inventer des machines, des métiers à tisser automatiques. Automatiques, hein, c'est pas l'automation d'aujourd'hui, hein, mais on va inventer des métiers à tisser automatiques, on va inventer des power looms, on va inventer tout un tas de machines qui permettent en fait de se débarrasser des travailleurs qualifiés pour passer à des travailleurs non qualifiés qui n'ont aucune maîtrise de la production, qui sont remplaçables, on peut virer à tout moment, et donc du coup, les salaires descendent vachement et ça rétablit le niveau le taux de profit précédent. Et donc du coup, et avec quoi vont ces machines automatiques entre guillemets, elles vont et qui font passer le capitalisme à ce que Marx appelle la subvention réelle, c'est-à-dire le moment où les travailleurs ne sont plus formellement autonomes, c'est plus des artisans qui sont groupés dans une manufacture et qui maîtrisent quand même le processus de production de A à Z, on ne peut pas les virer. Là, on passe à un moment où en fait, c'est de la main-d'œuvre interchangeable, on peut virer, et qui devient un simple appendice de la machine, dit Marx. C'est-à-dire en fait, simplement des auxiliaires de la machine, voilà, et ils ne peuvent pas faire grand-chose, quoi. Et du coup, la machine vapeur, elle va avec toutes ces nouvelles machines, parce qu'elle permet, parce qu'elle est plus régulière, donc elle permet vraiment d'instaurer un rythme de travail plus automatique que l'énergie hydraulique qui, elle, est beaucoup plus irrégulière. Première raison d'adoption de la machine vapeur, c'est en fait parce que c'est pour défaire le mouvement des travailleurs, pour avoir de la main-d'œuvre moins chère et pour dominer réellement le processus de production, que le capitalisme puisse réellement dominer le processus de production. La deuxième raison, c'est que en parallèle de ça, il y a une crise de surproduction capitaliste énorme à partir de 1825, donc on voit les dates se recoupent. Et du coup, suite à cette crise de surproduction, les taux de profit diminuent énormément, et donc du coup, pour restaurer leur profitabilité, les capitalistes d'abord adoptent les nouvelles machines qui permettent de se débarrasser de la main-d'œuvre trop chère et qui est trop revendicative, mais également, elles doivent accroître leur productivité. Pour rester rentables et compétitives, elles doivent accroître leur productivité. Voilà, c'est ce que les entreprises font quand il y a des crises. Elles cherchent à accroître leur niveau de productivité pour faire des économies d'échelle, etc., etc. Et en fait, elles vont le faire grâce à la machine vapeur. Je vais expliquer tout de suite pourquoi. Parce qu'il y a une troisième dynamique, c'est que le mouvement ouvrier, malgré le fait qu'on passe à des machines automatisées, tout ça, ils vont arracher une loi en 1833. En 1832, l'Angleterre est au bord de la guerre civile, donc du coup, les capitalistes anglais ont dû céder. Et donc, ils ont dû accepter une journée qui limite le temps de travail à 12 heures, 12h, 12h30, 12h, 13h, et qui interdit le travail de nuit. Alors, et c'est encore pire, en 1847, suite à la grève générale de 1842, où les ouvriers vont détruire toutes les machines de vapeur ou les saboter, parce que, encore une fois, c'est elles qui représentent la domination du capital, enfin du travail par le capital, et que c'est aussi un instrument de chômage, etc. Et bien, suite à cette grève générale, les capitalistes vont décider une réduction encore du temps de travail à 10h30. Donc là, et interdiction du travail de nuit en 1847. Donc du coup, on passe à ce que Marx appelle le stade de survaleur relative. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire bosser les ouvriers 16h, 17h, 18h, avec des moyens de production relativement rudimentaires pour maintenir la survaleur, la plus-value et le taux de profit. Mais on va devoir, puisqu'on ne peut plus les faire bosser plus, il va falloir, en termes de temps, il va falloir les faire bosser plus à l'intérieur de moins d'unités de temps. Or, la machine vapeur, qu'est-ce qu'elle a comme énorme avantage? C'est qu'on peut l'accélérer à merci. Et qu'on peut l'allumer quand on veut. On peut l'allumer, même si les ouvriers bossent que 10h30, c'est pas grave. On fait marcher la machine pendant 10h30 et on augmente
la production. Tous les capitalistes anglais le disent. En fait, tout ce qu'ils ont fait, c'est augmenter le rythme de production. Et en plus, comme on est passé sur un stade assez automatique pour l'époque du travail, du coup, pas de problème, les ouvriers ont juste à accroître leur cadence, c'est faisable. Et donc du coup, le problème c'est que ça marche avec les industries qui sont équipées de machines vapeur, mais ça marche pas avec les industries qui sont équipées de machines hydrauliques, parce qu'elles sont dépendantes du flux hydraulique, qui va parfois il n'y en a pas assez, parfois il y en a trop, parfois, et ça ne fonctionne pas toujours aux bonnes heures. Avant, il y avait le travail de nuit, maintenant il n'y a plus, etc., etc. Ce qui fait qu'en fait, tout simplement, les industries à énergie hydraulique ne sont plus rentables, plus compétitives, elles ne permettent pas la domination réelle par le capital du travail, et donc du coup, progressivement, elles sont marginalisées et elles sont écrasées par la concurrence. Et c'est comme ça qu'on bascule dans le capitalisme fossile. Rappelons quand même que l'Angleterre, en 1825, c'est 80% des émissions de CO2, et en 1850, c'est 60%. Donc évidemment, c'est en Angleterre vraiment que naît le dérèglement climatique. Et donc voilà, pour cette dynamique-là. Après, qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce que, parce que je pense que je vais me restreindre là-dessus, sur la déforestation, j'en ai déjà un petit peu parlé, il y a d'autres dynamiques du capitalisme, mais moi je vais me focaliser sur le dérèglement climatique. Comment est-ce qu'ensuite, ce mode de production fossile, ce capitalisme fossile va se répandre? Et bien tout simplement par 3 voies. La première voie, ça va être la colonisation. La colonisation de l'Inde, par exemple, à partir des années 1820-1830, vont faire que les Anglais, pour coloniser l'Inde, ils ont besoin de maîtriser le territoire. Comment est-ce qu'ils vont maîtriser le territoire? D'abord avec des bateaux vapeur, qui permettent de remonter les fleuves de l'Inde, d'aller récupérer des tribus auprès des paysans, de faire intervenir l'armée, etc., etc. Ce qui ne marche pas avec des voiliers, parce qu'on ne peut pas remonter des cours d'eau en sens inverse avec un voilier, c'est un peu difficile. Et donc du coup, il y a une demande de charbon pour ces bateaux vapeur. Et ensuite, suite à la révolte des Cipayes en 1857, où le colonisateur britannique a vu qu'il fallait accroître la domination pour pouvoir continuer à exploiter la colonie indienne, et ben, on fait les chemins de fer. Et les chemins de fer qui permettent d'asseoir la domination coloniale britannique. Et donc du coup, et ben, pour ces chemins de fer, il faut encore plus de charbon. Ce qui fait que la production de charbon en Inde va exploser. Et aujourd'hui, il y en a un petit héritage, puisque l'Inde est le 3e consommateur de charbon au monde. Et ils ont simplement en fait, repris les structures coloniales d'extraction massive de charbon. Et en fait, le capitalisme britannique, partout où il est, pour nourrir ses bateaux vapeur, sa marine, etc., etc., et tout simplement parce que c'est un investissement très profitable, l'industrie du charbon, et ben, ça va se répandre à travers la planète. Alors, en Inde, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en fait dans tous les endroits où le colonialisme britannique a pris pied. Et donc du coup, le capitalisme britannique, à fur et à mesure qu'il a colonisé une partie du monde, va instaurer, d'une part le capitalisme en expropriant la paysannerie, en instaurant des rapports de production capitalistes, etc., etc. Et d'autre part, va instaurer aussi, pas seulement le capitalisme, mais aussi le capitalisme fossile, des chemins de fer, des mines de charbon, des bateaux vapeur, etc., etc. Ça, c'est le premier mode de diffusion du capitalisme fossile, historiquement. Le deuxième mode, c'est celui de ce qu'on pourrait appeler, avec Robert Kurz, même si lui, il l'étudie plutôt sur une autre période, la modernisation de rattrapage. À partir du moment où l'Angleterre est un capitalisme fossile puissant, qui bénéficie d'une marine vapeur, qui bénéficie d'une base productive, évidemment, et plus importante que juste des économies d'ancien régime. Enfin, en gros, à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, l'Angleterre est la première puissance militaire du monde, parce qu'elle est la première puissance, entre guillemets, économique du monde. Elle produit massivement des marchandises, elle n'a pas besoin de se soucier des paysans, parce que les paysans, ils ont été dépossédés. Comme c'est la classe capitaliste qui est au Parlement, elle peut s'auto-imposer des impôts assez lourds. Et donc, ce qui fait que l'Angleterre, la première, a une gigantesque, a la première machine militaire moderne, enfin, je veux dire, à un niveau
et c'est ça qui lui a permis de résister notamment à Napoléon et finalement d'écraser Napoléon. Alors que c'était quand même très impressionnant, l'armée napoléonienne. Et donc du coup, à partir du moment où l'Angleterre est non seulement une puissance militaire, mais aussi une puissance commerciale, en 1786, la France s'ouvre, fait un traité de commerce avec l'Angleterre, l'industrie française, une partie de l'industrie française s'effondre parce que les marchandises britanniques sont bien moins chères, parce que la dynamique du capitalisme est beaucoup plus avancée chez eux, parce qu'il y a voilà, cette compulsion de croissance des entreprises, cette recherche de productivité, de compétitivité et tout ça. Et donc le marché français s'effondre. Et en fait, tout le long du 19e siècle, l'Angleterre est la première puissance militaire et commerciale. Ce qui fait que tous les autres pays sont obligés d'opérer, et bien en fait, une transposition du modèle anglais dans leur pays, sous peine de, tout simplement, de devenir des puissances subalternes. Et donc du coup, ça va commencer en France avec la Révolution française, qui va adopter le modèle anglais, unification douanière, importation de machines vapeur, libéralisation du commerce, unification du droit, établissement d'un État fort, etc. Genre, abolition des corporations, j'en passe et j'en passe. Ils adoptent le modèle anglais, ce qui leur a permis de construire une armée relativement forte. Le problème, c'est que malgré tout, en France, ça ne va pas suffire, et ils vont devoir refaire une nouvelle modernisation de rattrapage sous le Second Empire, avec des chemins de fer, avec une construction massive, une industrialisation massive à l'aide d'énergie fossile, le réseau de chemins de fer qui se développe énormément, etc., etc. Et en fait, tous les pays, l'Allemagne aussi va devoir faire ça dans les années 1840, 1850, 1860, pour rester compétitive militairement et commercialement par rapport à l'Angleterre. En fait, tous les pays relativement forts qui composent aujourd'hui ce qu'on appelle les centres capitalistes, les grandes puissances capitalistes, le Japon, en 1853, qui est encore sous le féodalisme, en 1853, les Américains arrivent avec des destroyers et leur disent il faut ouvrir le commerce. L'élite japonaise a deux choix, soit elle devient colonisée, soit elle adopte le modèle américain, qui est un peu le même que celui le modèle, donc voilà, un capitalisme fossile. Donc évidemment, les Japonais du coup décident d'adopter un capitalisme fossile, ils importent des machines vapeur, ils lancent l'industrialisation à tout train, ils abolissent le féodalisme, etc., etc. On trouve la même dynamique dans tous les capitalismes dits fossiles. Et donc du coup, ça c'est le deuxième. Donc du coup, voilà, l'Angleterre, à partir du moment où elle a un capitalisme fossile qui lui donne des avantages militaires et commerciaux, et ben, non seulement elle contraint le reste du monde à travers la colonisation, mais aussi à travers, voilà, en forçant tous les autres pays qui veulent rester des puissances à adopter le même modèle qu'elle. Et ensuite, le troisième modèle, c'est celui des États-Unis, qui part de la base du capitalisme anglais, rappelant que c'était une colonie anglaise, et à un moment de sa dynamique, va basculer après la guerre civile dans un capitalisme industriel et donc va avoir recours massivement aux machines vapeur parce qu'elle est dans les conditions assez proches de celles de l'Angleterre. Donc du coup, voilà, moi j'insiste surtout là-dessus. Après, comment est-ce que le capitalisme fossile, on va arriver jusqu'à aujourd'hui? Et bien principalement en raison de deux dynamiques. D'une part, la dynamique du secteur fossile de l'économie, notamment le secteur du pétrole. Le pétrole, sa caractéristique, c'est qu'il est en surproduction permanente. En fait, il y en a beaucoup trop. Et donc, du coup, à partir du... et en même temps, c'est une énergie qui est très facilement transportable, donc qui est mondiale. Donc, du coup, les compagnies pétrolières ne peuvent pas se contenter de produire à un endroit. Si elles veulent rester compétitives, elles sont obligées de conquérir le monde entier à la recherche du moindre gisement de pétrole. Ce qui fait que très rapidement, il y a très peu de compagnies de pétrole, en fait, parce que c'est une concurrence impitoyable. Et d'un autre côté, donc, elles conquièrent les gisements du monde entier, de par la dynamique de la concurrence capitaliste, et ensuite, elles sont obligées de trouver des débouchés. Donc, comment est-ce qu'elles vont trouver des débouchés? Eh bien, elles vont, par exemple, démanteler le réseau de tramway aux États-Unis et en Europe pour favoriser l'automobilisation. Elles vont, après la Seconde Guerre mondiale, promouvoir un mode de vie uniquement à base de pétrole, donc l'automobile, etc., etc. Voilà, vraiment un mode de vie
elles vont finalement faire en sorte que la production de marchandises soit liée au pétrole. Voilà, c'est ce qu'on appelle en histoire un lock-in technologique, c'est-à-dire que en fait on peut plus basculer vers d'autres énergies. Et aujourd'hui, le capitalisme, son énergie, à 80%, c'est des énergies fossiles. Donc on voit bien que on peut difficilement en sortir. Après, il y a une autre dynamique, je reviens juste 2 minutes dessus, qui n'est pas la dynamique, mais qui est la dynamique du capitalisme fossile en général, des autres secteurs fossiles, c'est-à-dire par exemple l'agriculture. À partir du moment où l'agriculture capitaliste va vouloir améliorer sa productivité et son rendement, et éliminer de la force de travail, eh ben, elle va recourir à la motorisation pour éliminer de la force de travail, et d'autre part, elle va recourir aux engrais chimiques. Parce que ça lui permet à peu de coût, puisque le pétrole est peu cher, et encore aujourd'hui d'ailleurs, il est assez peu cher, à part à la pompe peut-être, mais il y a 30 $, quand même relativement faible. Et du coup, il va satisfaire ses contraintes de productivité. L'agriculture va pouvoir éliminer les travailleurs pour diminuer ses coûts et envoyer des prolétaires en ville qui vont faire l'industrialisation. En France, ça se passe comme ça. Les paysans sont liquidés, entre guillemets, par la concurrence après la Seconde Guerre mondiale. Et donc pour ça, il faut une agriculture, une pétro-agriculture. Et ça se passe comme ça dans les autres secteurs, je n'ai pas le temps de détailler. Voilà, mais de manière générale, de toute façon, comme l'industrie capitaliste croît, voilà, par cette compulsion de croissance, des contraintes de concurrence, de compétitivité, de productivité, de produire toujours plus de marchandises, etc., et bien évidemment, la consommation fossile s'en ressent. Et du coup, voilà. Alors, du coup, où est-ce qu'on en est au XXIe siècle? Je vais conclure là-dessus. Où est-ce qu'on en est au XXIe siècle suite à ces dynamiques dont on voit qui sont vraiment liées aux dynamiques du capitalisme et pas du tout aux dynamiques de l'espèce humaine, puisque, voilà, en raison de l'origine historique, de la dynamique des rapports sociaux et tout ça, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on peut, comme certains le prétendent, décarboniser le capitalisme? C'est un grand débat. Bon. Au-delà du fait que le capitalisme, en attirant notre attention uniquement sur le dérèglement climatique, permet de passer en douce d'autres problèmes environnementaux très importants qu'il ne peut pas résoudre, la déforestation massive, de par la compulsion de croissance de l'industrie de l'huile de palme, la compulsion de croissance de l'industrie forestière et la compulsion de croissance de l'industrie de la viande, de toute façon, si on se tient juste au problème du dérèglement climatique, on voit difficilement comment le capitalisme peut se décarboniser, pour plusieurs raisons. D'une part, parce que le secteur fossile, si on prend juste le secteur fossile a un poids gigantesque dans le capitalisme contemporain. Il a fait des investissements massifs, il a des réserves pour un certain nombre d'années tout de même. C'est pas la fin de... Je pense que c'est une erreur de penser que il suffit d'attendre que le pétrole arrive à 500 $ et l'économie pétrole s'effondrera. On voit que ce n'est pas le cas, le pétrole est redescendu à 30 $, le schiste devient de plus en plus rentable énergétiquement. Il y a des gisements encore très importants, rappelons que les gisements de charbon, sans parler du pétrole, mais les gisements de charbon, il y en a encore pour des siècles. Et il n'y a jamais eu autant de création de mines de charbon dans les années 2000 que dans n'importe quelle autre décennie. Donc on n'est pas du tout, le charbon est en train de redevenir la première énergie mondiale, on n'est pas du tout dans un scénario, les coûts de production sont trop élevés. Ça aurait pu être un scénario de sortie de la partie fossile du capitalisme. Mais ce n'est pas un scénario qui va arriver, parce que les réserves sont encore énormes, qu'elles restent globalement rentables. Le secteur du schiste ne s'est pas effondré depuis que le pétrole est à 30 $, parce qu'ils ont trouvé des nouvelles méthodes, etc. Donc, tant que... et encore une fois, si on prend tous les pays, les plus grands pays mondiaux, on se rend compte que leur première entreprise, et généralement le premier employeur, c'est l'industrie du pétrole. Au Brésil, au Venezuela, en Arabie Saoudite, aux États-Unis notamment, etc., etc. Et donc évidemment que le secteur fossile ne va pas accepter de se saborder alors qu'il représente une partie très importante du PIB mondial
que énormément d'industries dépendent non pas seulement de l'énergie produite, mais aussi de la forme du pétrole. Par exemple, l'agriculture est dépendante du pétrole, la pétrochimie est dépendante du pétrole, la chimie de manière générale est dépendante du pétrole, l'industrie du plastique est dépendante du pétrole, et le reste du capitalisme aussi. Donc, ça paraît peu réaliste d'attendre que l'industrie fossile ne se sabordera pas d'elle-même, elle restera probablement rentable pendant encore plusieurs décennies, et en tout cas, elle restera rentable, et tout ce qui est rentable dans le capitalisme est fait, c'est un truc qui est important, elle restera rentable en tout cas jusqu'à un point où de toute façon le dérèglement climatique arrivera à un point où ce sera même plus un point de non-retour si on n'est pas déjà arrivé. Et la dynamique actuelle, selon le GIEC, si on reste, et on va rester évidemment dans cette dynamique du capitalisme fossile, puisque le secteur fossile est un secteur énorme de l'économie, que énormément de secteurs en dépendent, et que 80% de l'alimentation énergétique du capitalisme en dépend, on va rester dans ce capitalisme fossile, et donc on va vers le scénario du plus 6 degrés, pour donner voilà, d'ici 2100, selon toute vraisemblance. Et du coup, alors après, peut-être, il n'est pas à exclure que parce que les énergies renouvelables, à un moment, deviendront un petit peu moins chères, qu'elles soient exploitées. Le gros problème des énergies renouvelables, c'est que même si elles deviennent peu chères, je veux dire en termes de coûts de production, en fait elles sont très peu profitables. Le gros avantage de l'industrie fossile, c'est qu'elle est très profitable depuis le début, depuis 1566. Les mines de charbon étaient déjà très profitables. Le secteur des énergies renouvelables se casse la gueule assez fréquemment. Même s'il peut produire de l'énergie moins chère, en tout cas, il ne semble pas que ce soit, en tout cas, c'est invraisemblable que le capitalisme bascule massivement vers les énergies renouvelables. Voilà, parce que c'est pas profitable, parce que ça implique de s'aborder toute une partie du capitalisme, et que de toute façon, pourquoi changer? Puisque de toute façon, ça fournit suffisamment d'énergie, et en plus, c'est très rentable, et en plus, de toute façon, au pire, il nous restera la solution de la géo-ingénierie, qui est vachement moins compliquée que la transition énergétique. Donc du coup, pour conclure, on voit qu'on est dans un capitalocène parce que c'est la dynamique du capitalisme qui nous a fait arriver à la situation désastreuse écologiquement à laquelle on est arrivé, et non pas la dynamique de l'espèce humaine. Et enfin, l'histoire du capitalisme liée au fait que notamment l'énergie fossile est très adéquate au capitalisme, je ne reviens pas là-dessus, mais c'est une énergie qui l'avantage énormément, elle est très profitable, elle est très rentable, dans le cas du pétrole elle est liquide, etc. etc. Bon. La dynamique, donc la structuration du capitalisme autour des énergies fossiles est telle, et l'intérêt des énergies fossiles reste tel qu'il n'y aura pas de décarbonisation, sans parler des autres problèmes, de la sortie des autres problèmes environnementaux, sans dépassement du capitalisme. Ça, c'est à peu près une certitude. Après, on peut toujours rêver d'un État mondial qui, généreusement, deviendrait écologique. Ça paraît peu probable, puisque, en réalité, même des États comme soi-disant écologiques, comme l'Allemagne, etc., en parallèle d'une augmentation des énergies renouvelables, font ce qui est rentable pour le capitalisme. L'État dépend du capitalisme, ça c'est quelque chose d'important. L'État dépend du capitalisme, il a besoin que l'économie soit en croissance perpétuelle pour pouvoir se financer, pour pouvoir rembourser ses dettes, pour pouvoir maintenir son armée, sa puissance militaire, pour payer son administration, etc. etc. L'État fait ce qui est dans l'intérêt du capitalisme, et ce qui est dans l'intérêt du capitalisme, manifestement, c'est de rester parce qu'il a été structuré comme ça historiquement, et pas pour rien, de rester dans une structuration fossile, et donc de rester dans le dérèglement climatique. Et donc du coup, en termes de perspective, il faut envisager que pour sortir de la crise environnementale, et notamment du dérèglement climatique, il faut rompre radicalement avec le capitalisme,
pas seulement avec certaines de ses formes, la forme néolibérale, etc., etc. Parce que dans le capitalisme d'État soviétique, la compulsion de croissance fossile a été la même, dans les social-démocraties, elle a été la même, la social-démocratie suédoise, etc., etc. Et que donc il faut rompre avec le capitalisme pour pouvoir sortir du dérèglement climatique. En tout cas, c'est ce qu'on peut avancer après tous les éléments que je vais développer là. Voilà, merci. Du coup, je vais répondre dans l'ordre. D'abord à l'intervention, la première intervention. Bon, pour préciser déjà, c'est pas du tout une intervention trotskiste, puisqu'en fait, justement, les trotskistes n'admettent pas que l'URSS a été dès le début en continuité avec le capitalisme. L'URSS, même si effectivement ses modalités de production, de marchandises, de valeurs, d'argent, de capital étaient différentes de celles du capitalisme libéral, globalement, l'objectif des entreprises était de produire des marchandises pour que globalement le système soit rentable, même si effectivement les entreprises pouvaient ne pas être rentables. Il fallait que globalement le système soit rentable économiquement. Donc c'était toujours une société centrée sur l'argent. Et il fallait produire un maximum de marchandises, selon des modalités qui sont différentes de celles du capitalisme libéral, puisque évidemment l'État était un petit peu maîtrisé, entre chapeauter l'ensemble du processus de production. Donc du coup, au lieu d'organiser, au lieu que la compulsion de production et de consommation fossile vienne de la concurrence, elle venait du fait que bon, les bureaucrates n'ayant pas d'autres moyens de s'assurer que les entreprises, que le système allait être globalement rentable, que de dire aux de forcer les entreprises à atteindre des objectifs chiffrés de production pour que globalement le système soit rentable et qu'il ne soit pas complètement déficitaire. Du coup, en gros, plutôt qu'à la contrainte par la concurrence, ils recouraient à la contrainte par des objectifs chiffrés de production. Ce qui fait qu'en gros, les mécanismes étaient à peu près les mêmes. Enfin, disons, les résultats écologiques étaient à peu près les mêmes. Les bases structurelles de la société, c'est-à-dire l'État, la marchandise, l'argent, le capital, la valeur, le travail salarié étaient les mêmes, même si effectivement, bon, les entreprises fonctionnaient un peu différemment. Voilà. Donc du coup, à mon sens, il n'y a jamais eu de communisme, il n'y a jamais eu que des capitalismes d'État, puisque le communisme, au sens de Marx, même si il en parle de manière assez abusive dans ses travaux, le communisme, enfin en tout cas, enfin lui ce qu'il appelle vraiment le communisme, hein, c'est-à-dire même pas le socialisme, c'est encore un mot un peu bâtard, c'est uniquement une production collective de valeurs d'usage, sans argent, sans marchandises, sans propriété, sans valeur et sans État. On est quand même sur donc on est très éloigné du capitalisme d'État. Voilà, c'est la production pour la satisfaction. C'est la production pour la satisfaction collective des besoins dans le cadre de communes notamment. Ça, c'est ce qu'il envisage surtout à la fin de sa vie. Alors du coup, est-ce que dans cette société dite communiste, sans argent, etc., où la principale préoccupation c'est la production de valeurs d'usage, de légumes, de maisons, etc., et non pas la production de marchandises qui doivent être rentables, sinon au niveau de l'entreprise, sinon du moins globalement comme dans le capitalisme d'État, est-ce que cette production de valeurs d'usage elle est toujours industrielle? Alors évidemment, ça c'est une question à laquelle Marx ne répond pas. Lui est plutôt dans une apologie des forces productives. Il pense que les forces productives qui ont été générées par la dynamique du capitalisme peuvent être récupérées au service de la production de valeurs d'usage pour la satisfaction collective des besoins. Mais pas mal de certains théoriciens marxiens, suite à Marx, et dans une atmosphère, disons, moins technophile que celle de l'époque, mais en reprenant la même critique du capitalisme, on pensait que
étant donné que les moyens de production technologique avaient été générés sous le capitalisme, ils répondaient avant tout aux impératifs du capitalisme, c'est-à-dire une production monstrueuse de marchandises, et non pas, et selon l'organisation, selon la logique du marché, de l'argent, du travail, marchandises, etc., etc., et que donc, ce qu'on peut dire, c'est que dans une société, sans trancher évidemment, mais dans une société post-capitaliste, si on suit la logique marxienne, à part sur le point de l'apologie des forces productives, on peut très bien arriver vers une transformation radicale des moyens de production qui serait limitée à la simple satisfaction des besoins, et satisfaction des besoins dans la possibilité que cette satisfaction des besoins se fasse de manière autonome, c'est-à-dire sans la domination de l'argent, du marché, de l'État, etc., etc. Et donc évidemment, on se doute bien que dans une société communiste, entre guillemets, dans une société post-capitaliste, cet impératif d'autonomie, on voit difficilement comment il peut être conciliable avec l'exportation massive de pétrole d'Iran en Corrèze. Enfin, on voit difficilement comment une société commune peut s'organiser à travers un circuit mondial du pétrole sur un mode de don contre don, etc., etc., tel que Marx envisageait du coup le communisme. Je pense pas que, effectivement, Marx n'avait pas vu, effectivement, sur la science. Il parle quand même, à un moment dans le Capital, du fait que la science, elle potentialise, c'est-à-dire qu'elle est un peu une espèce d'opéra... Enfin, elle génère des savoirs qui vont permettre une amélioration des moyens de production, l'extraction de nouveaux minerais, etc., etc. Je ne sais plus la formule exacte qu'il utilise, mais en gros, c'est l'idée que la science, c'est un peu le savoir universel qui va potentialiser pour le capitalisme. Même si lui, il ne le fait pas forcément, mais il le dit, je pense, de manière plutôt critique, puisque ça suit des réflexions sur la machine vapeur. Effectivement, il n'a pas pensé l'identité entre la science et le capitalisme, le fait que le capitalisme réduit tout à des chiffres, des abstractions, le facteur humain, etc., etc., exactement comme la science réduit tout à des atomes, etc., etc. Et après, mais bon, on peut le penser aussi avec cette théorie. D'ailleurs, ça a été fait assez rapidement. Dès Sonnerettel, dans les années 1920-1930, il y a un penseur marxiste qui pense le lien entre science et capitalisme. Pas de manière critique, par ailleurs, mais ça va être fait. Et sur l'apologie des forces productives, à mon avis, c'est pas tellement de la faute de Marx, c'est plutôt parce qu'il reprend la méthode de Hegel, c'est-à-dire l'idée d'une espèce de développement de l'humanité à travers des étapes qui sont nécessaires, et donc le capitalisme industriel. Voilà, c'est ça. Et le capitalisme industriel, c'est un moment nécessaire pour arriver au socialisme, qui est un moment nécessaire pour arriver au communisme. Et du coup, les forces productives se développent progressivement, et ça permet d'arriver au communisme. Donc voilà. Quoi? C'est pas une Liga Marx? Oui, oui, c'est ça. Alors après, bon. Alors sur le nucléaire, on a fait une émission avec Jean-Marc Royer sur sortirdecapitaliste.fr, si vous voulez plus de détails sur son intervention. Voilà, il y a plus de choses à dire effectivement sur le nucléaire, sur son lien avec le capitalisme. Voilà. Et alors, bon, simplement sur l'histoire du capitalisme fossile, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup parlé du capitalisme fossile sur le capitalocène. En fait, c'est pour une raison très simple, c'est parce que les auteurs qui travaillent qui ont fait une théorie du capitalocène et qui ont des sources historiques qui sont assez conséquentes, en fait, ils ont travaillé sur le capitalisme fossile. Notamment Andreas Malm qui a travaillé quasi exclusivement sur le fossile, sur le capitalisme fossile. Et donc, bon, j'ai tenté quand même de faire des approches, la disruption du cycle de l'azote avec la pétro-agriculture, la déforestation, quand même, on en a parlé un petit peu, sur le fait qu'on était à des rythmes de déforestation incroyables aujourd'hui, de par la compulsion de croissance des industries forestières, l'huile de palme et tout ça. Il y a effectivement aussi l'industrialisation de l'élevage. Le nucléaire, justement, on disait que l'exposé était un peu trop économiciste. C'est vrai que j'ai pas assez insisté sur le rôle de l'État, mais pour moi il est central, c'est-à-dire que la modernisation d'un rattrapage,
c'est pas principalement les capitalistes qui la font, c'est avant tout l'État, pour des raisons de puissance militaire. Et le nucléaire, voilà, c'en est un bon exemple, c'est-à-dire des investissements massifs pour avant tout une technologie qui est à l'origine de nucléaire, dont le principal intérêt réside quand même dans le nucléaire. Après, bon, ensuite, une énergie soi-disant infinie, etc., etc. Mais avant tout, le développement du nucléaire il est lié à celui de l'État. Et l'armée, d'ailleurs, l'armée est la principale émettrice de CO2 au monde et la principale puissance de destruction de la planète. Il suffit de penser au Vietnam, les forêts vietnamiennes ont pris un sacré coup. Et donc du coup, l'État est vraiment un acteur central du capital océan, ce qui fait que c'est pas du tout l'exposé que je défends, pas du tout un exposé trotskiste pour le coup, puisque l'État est aussi mis en accusation de par ses liens structurels avec le capitalisme. L'État et le capitalisme n'ont pas l'un sans l'autre. Et évidemment, donc, le choix entre anthropocène et capitolocène, qui je crois être quand même le sujet de la soirée, donc le choix entre ces deux concepts me semble qu'on peut rentrer dans cette jonction de choisir entre deux concepts fourre-tout. Et évidemment, ce n'est pas un choix à faire à tout genre, parce qu'il est vrai que très probablement certaines catastrophes ont déjà été causées par l'être humain même bien avant la révolution industrielle, même si c'est difficile de le savoir avec certitude. On dit que la déforestation de la Méditerranée ou même la désertification des régions qui aujourd'hui est le Kurdistan et qui semble être la région de la planète où on cultivait d'abord les blés parce que c'était à l'époque une région très fertile, ou même selon certaines, même l'extinction des mammouths avait déjà été l'œuvre de l'être humain. Mais même si c'était vrai, cela arrivait quand même assez rarement, et je pense qu'on déduire le fait que l'être humain est déjà en tant qu'anthropos une ennemie de la nature, et ça revient à peu près au même argument comme ceux qui disent chaque fois qu'on parle de changement climatique, ils disent toujours ah oui, en 1953 il y avait déjà eu un hiver très très froid et en 1925 il y a déjà une inondation énorme, etc. Donc on peut toujours trouver quelques exemples évidemment d'autres catastrophes, évidemment dans les changements climatiques, comme avec les autres changements, disons, géologiques, et ce qui compte, évidemment, c'est surtout leur accumulation énorme. Donc, le problème dans le concept d'anthropocène, je trouve qu'évidemment, là, on met tout l'accent sur une espèce d'avidité présumée de l'être humain, c'est ce qu'avec un terme plus érudit, on appelle aussi la pléonexie, ou c'est l'idée déjà de Thomas Hobbes, le père de toutes les théories bourgeoises, selon lesquels les désirs de l'être humain sont illimités par leur nature, donc l'être humain est voué à une espèce d'avidité ontologique. Et donc je pense que dans beaucoup de conceptions ontologiques, il y a cette idée qu'il y a une espèce que l'être humain, ou, attendez, alors dans une version, l'être humain en tant que tel, ou dans une autre version, une certaine couche de l'être humain comme le riche, sont voués à une espèce de boulimie permanente, donc pour agresser la nature, en tirer le plus possible. Et cela quand même me fait aussi penser à la belle phrase de Montaigne, lorsque Montaigne dit que même sur le trône le plus haut du monde, nous sommes toujours assis sur notre cul. Et sur le même Montaigne, il dit dans un autre passage, il parlait de quelqu'un qui même en étant devenu très riche et puissant, il trouvait que quand même il n'avait quand même pas davantage d'envie de manger, ni de boire, ni d'embrasser sa femme, comme disait Montaigne. Alors je le cite pour dire que quand même tout désir de quelque chose de concret est par sa nature limité. Il y a vraiment une limite quand même à tout ce qu'on peut manger, boire, embrasser, conquérir en termes de termes. Et voilà, parce que dans toutes les sociétés capitalistes, essentiellement, le désir, même s'il était énorme, avait quand même quelque chose de limité. Ce n'est que dans la société que nous pouvons appeler capitaliste, aux sociétés marchandes, qu'apparaît cette idée de l'illimité. Donc une accumulation sans but et sans fin,
Et c'est là, effectivement, que la société se pose au moins beaucoup plus en prédateur de la nature, une fois qu'il y a cette espèce d'illimité. Mais cette illimité, je dirais, n'est pas seulement liée à la structure des classes de la société capitaliste, mais bien avant à ce qu'on peut appeler la double nature de la marchandise et la double nature de la richesse. Donc, j'en ai déjà parlé souvent, maintenant je pense que le temps manque. Je vous rappelle évidemment le fait, ça veut dire que toute production de quelque chose de concret dans le capitalisme, parce qu'on peut faire bref ce que Marx appelle la valeur d'usage, est pratiquement le porteur de la seule chose qui intéresse vraiment dans le capitalisme, c'est la valeur marchande, qui n'est que donnée par la quantité de travail mesurée en temps, donc c'est l'énergie humaine. Donc toute la diversité des objets disparaît et des services disparaît devant cette unification, cette homologation qui est produite par la mise en valeur. Donc tout ne compte que comme différentes portions de valeur, c'est assez, c'est un peu hasard si cette valeur se incarne dans une jouet et dans une bombe. Si vous trouvez que ce discours est trop abstrait, alors il suffit de remplacer le mot valeur avec le mot argent pour retrouver la situation que nous pouvons constater vraiment tous les jours. C'est-à-dire la vie économique ne tourne autour que de l'argent. Donc toute production concrète n'est une espèce de prétexte qui peut très vite être abandonné ou changé dès qu'il y a la possibilité de faire davantage d'argent avec quelque chose d'autre de concret. Mais encore, donc, le problème, ce n'est pas une espèce d'avidité d'une classe humaine appelée capitaliste ou riche, même si évidemment cela est la forme, c'est-à-dire la forme comme cela se déroule concrètement. Mais derrière, il y a quelque chose d'autre. Donc, derrière, il y a cette duplicité entre valeur et valeur d'usage, entre richesse abstraite et richesse concrète, forme et matière. Et donc là, nous sommes vraiment dans le cœur du problème. Donc ça veut dire, en vérité, cette espèce d'accumulation dans le capitalisme n'est pas le désir d'accumuler le plus de choses concrètes possibles. Donc le plus de métaux, le plus de voitures, le plus d'avions, le plus de logiciels, etc. Donc tout cela avec une espèce de prétexte pour faire cette autre accumulation, donc l'accumulation illimitée de l'argent. Donc là, il s'agit tout, on est investi dans la vie, dans le capitalisme qui pour transformer 100 euros en 110 euros, ensuite en 120, ensuite en 130. Et là, différemment des autres formes d'accumulation, c'est une accumulation qui ne connaît aucune limite. Donc il n'y a absolument rien, il n'y a aucune borne, on peut dire maintenant c'est assez, parce que ça ne correspond à aucun besoin humain. Donc il ne peut jamais y avoir quelque chose comme un degré de satiété ou de assez. Et donc la destruction de la nature, ou la consommation des ressources naturelles, de certaine manière, ce n'est que l'aspect le plus visible d'un autre processus qui est derrière, qui est plus abstrait, mais qui est le véritable cœur du problème. Donc cette accumulation d'argent qui ne arrive qu'à travers une accumulation du travail, parce que ce n'est que le travail qui crée cette valeur qui s'exprime dans l'argent. Voilà pourquoi d'autres ont appelé le capitalisme un système tautologique. On va toujours du même au même. On va d'argent à plus d'argent, du travail à plus de travail, de la valeur à plus de valeur. Et donc c'est un processus qui, dans sa nature même, ne peut vraiment être réformé, parce que je dis que ce n'est pas un aspect secondaire. Par exemple, on peut rendre le système capitaliste éventuellement un peu plus juste. Déjà, ce n'est pas très facile, mais en théorie, au moins pendant une certaine époque historique, on a eu une certaine redistribution possible. Le capitalisme, en théorie, pouvait même être, si on veut, un peu plus démocratique, parce que l'accumulation de survaleur, qui est donc le moteur du processus de valorisation, pourrait à la limite aussi, au moins en théorie, se dérouler, par exemple, dans la forme d'une compétition entre unités économiques autogérées de auto-entrepreneurs. Donc le capitalisme n'est pas nécessairement lié à une production privée concentrée des moyens de production.
on pourrait, au moins en théorie, même si dans la pratique c'est un peu différent, on pourrait aussi s'imaginer d'autres modèles d'accumulation si on veut plus juste et plus auto-géré. Mais on ne peut pas s'imaginer, tandis qu'on reste encore dans le capitalisme, un système où on ne soit pas dans cette double richesse. Donc je dis, ce que nous appelons habituellement la richesse, donc l'aspect, la satisfaction des besoins et des désirs, je le répète, dans le capitalisme n'est pas un facteur absolument secondaire. D'abord, on ne prend jamais en compte quel est le besoin. Si c'est le besoin d'un smartphone ou le besoin de manger des pâtes, c'est la même chose dans le capitalisme. Ce sont toujours des besoins. La seule chose qui compte, c'est la question si ce besoin peut payer ou pas. Et ensuite, donc, comme nous le voyons tous les jours, on peut très rapidement abandonner la satisfaction même des besoins les plus importantes à la faveur même des choses les plus bêtes, les plus inutiles, si cela permet de continuer avec cette accumulation de la valeur. En même temps, évidemment que cela passe par des décisions prises par les acteurs économiques. Il faut qu'il y a des chefs d'entreprise, des managers, etc. Mais en même temps, ils ne sont, même sans vouloir absolument leur absoudre de leur noirceur morale, mais ils sont quand même en même temps des exécuteurs du système qui les dépasse complètement. Ce système, au moins, si on accepte aussi la relecture des catégories marxiennes proposées par la critique de la valeur, et c'est quand même donc une machine de certaine manière qui se autodévore et qui semble absolument inaccessible à toute idée d'un capitalisme vert ou de quelque forme de croissance acceptable ou d'auto-limitation. Voilà aussi parce qu'on voit rien ne marche, effectivement, aucune conférence sur le climat, aucun accord n'a pas été capable jusqu'ici, je ne dis pas de bloquer, mais même pas de ralentir l'accélération du même processus de destruction de la nature. Parce que pour faire cela, vraiment, il ne suffirait pas de s'attaquer évidemment à la question de ce qu'on appelle les niveaux de vie aujourd'hui, même si cela fait une partie, mais il faut vraiment reprendre on le dit en des termes très abstraits, un modèle social où la société marche d'abord pour satisfaire des besoins et des désirs, recherche ensuite des moyens. Et donc, au lieu de faire une inversion entre l'abstrait et le concret, où la société ne sert pour alimenter une machine donc, qui, de certaine manière, est condamnée à transformer des quantités toujours plus grandes d'elle-même dans une quantité encore plus grande. Et donc, aussi dans la question, donc alors voilà, évidemment, c'est juste parler d'une capitolocène plutôt d'un anthropocène, même s'il faut admettre que même, comme j'avais dit au début, que déjà bien avant l'époque capitaliste, probablement on a eu des désastres écologiques produits par l'action humaine. Mais c'est vrai qu'évidemment que cela n'a eu une tendance croissante qu'à partir du XIXe siècle. Donc, il est vrai que certains phénomènes de désertification ont des origines déjà beaucoup plus anciennes. Dans d'autres domaines, comme la pollution chimique ou la pollution électromagnétique, ça n'a commencé qu'à ma connaissance que dans les années 50, et c'est seulement encore dans les années 50, il n'existait pratiquement pas une autre champ électromagnétique que le champ naturel, comme dit aujourd'hui, je crois, il a été multiplié par 10 000 dans les grandes villes. Mais, et avec ça, je pense que je vais déjà conclure, oui, et je pense que le terme de capitolocène est évidemment le plus approprié, mais quand même à une condition assez importante, d'entendre par capital pas seulement la domination d'une couche de personnes. Donc je vais dire, comme le titre du livre du journaliste écologiste Hervé Kempf, comment le riche détruise la planète. C'est vrai que sur le plan empirique, mais c'est quand même c'est vraiment trop court comme explication structurelle. Il faut comme dire le capitolocène dans le sens que le capital est un rapport social auquel tout le monde, actuellement dans le monde entier, auquel tout le monde participe, évidemment avec des rôles et avec des bénéfices très différents, mais d'une manière ou de l'autre. Par exemple, tout le monde aujourd'hui, ou presque, est obligé à
à assurer sa vie en travaillant, et travailler, ça veut dire presque toujours de prêter sa force de travail pour n'importe quelle chose qui permet d'opérer cette multiplication de la valeur. Donc la question du contenu du travail ne se pose pratiquement jamais. Donc, nous n'avons jamais, ni individuellement, ni collectivement, la possibilité de dire non, non, ce travail-là, je ne le fais pas parce que c'est des choses inutiles ou dangereuses. Donc nous sommes, que nous les voulons ou pas, tous dans un rapport capital, comme ça. Donc nous sommes tous certainement condamnés à alimenter cette auto-reproduction de la valeur à travers le travail qui s'exprime dans l'argent. De l'autre côté, c'est quand même pas une condamnation définitive, parce que rien n'indique que cela soit une espèce de condition humaine éternelle. L'humanité a quand même vécu le bien ou mal, question aussi, sans argent, valeur et travail au monde jusqu'au XVIe siècle, et dans beaucoup de régions du monde jusqu'au XXe siècle. Et je trouve que quand même, parmi les rares choses qui me semblent, les rares signaux positifs dans cette époque, j'ai l'impression que le mythe du travail s'est quand même beaucoup effrité dans les dernières 20 ans, j'ai l'impression. Même maintenant dans les derniers mouvements sociaux, surtout parmi les plus jeunes, les lycéens, les étudiants, on trouve souvent vraiment une polémique contre le travail tout court. Je ne sais pas si je suis trop optimiste de mon point de vue. Mais il me semble quand même que les temps ont changé par rapport, par exemple, au manifeste contre le travail que le groupe Crisis en Allemagne avait publié en 1999, qui faisait encore un certain scandale à l'époque. J'ai l'impression qu'une certaine conscience de l'inutilité d'une grande partie de ce qu'aujourd'hui on appelle du travail a quand même commencé à se faire à faire son chemin dans les dernières années.